que ici, on reconstitue la haute diversité de l'écosystème tout en garantissant l'économie saine locale, tout est fait sans subvention. Alors au niveau de rentabilité ici, l'axe horizontal c'est la productivité moins les coûts. Donc on a vendu les produits, mais il faut faire la substitution des coûts qui sont investis. Et donc là, vous voyez ici tout ce qui est dans les zones de moins 0, ce sont les autres 5 méthodes d'agriculture. Et je me réclame que je n'ai pas l'intention de critiquer les autres méthodes parce que c'était fait par la FIDRA et Sony n'a pas investi sur ça. Donc il n'y a pas de raison que ce soit favorisé par la sylviculture, mais ce qui était sorti comme résultat par la FIDRA, c'était juste ça. Donc les autres 5 méthodes étaient difficiles de démarrer par soi-même. Donc on doit compter sur la subvention, sur d'autres sources d'investissement pour que ça tienne. Parce que de toute façon, même en vendant des produits, ce n'est pas rentable. Alors que la sylviculture, dès le début, dès la première année, on arrivait à avoir le compte qui est très positif. Donc, notre activité simplifie et grâce au rendement de ce niveau, on arrivait même à acquérir le terrain près de Fadagouma, qui est entre 6 et 10 hectares, qui est le nouveau centre, qui est le nouveau ferme pour le CARS. Donc, vous voyez, c'est non seulement la reconstruction de l'écosystème, et l'autosuffisance elle-même aller au-delà du développement économique, la sylviculture pour apporter beaucoup de choses. J'ai parlé aussi avec l'autorité et on m'a demandé de faire une sorte de simulation basée sur l'extrapolation linéaire. De quoi ça va devenir si on amplifie, si on réplique ces pratiques partout dans la salle. Donc, c'est juste une expression simple. Donc, ce n'est pas garanti, c'est juste qu'on a besoin de soutien institutionnel et technique ample et efficace pour réaliser ce scénario. Mais ce scénario est basé sur l'évidence scientifique. Donc, c'est pas n'importe comment. C'est juste, si on calcule de manière linéaire, il se peut que ce sorte de scénario se réalise. Voilà. Donc, mettre sylviculture atteint le salaire minimum pour la vie hors de portée à la. Et si je fais le calcul de taux par rapport à la population entière du Burkina Faso, on a besoin de 7000 hectares de sylviculture qui pourrait totalement éradiquer la pauvreté au Burkina Faso. Donc, assurer, si ça se vend dans le marché, même au niveau international, avec le même niveau de prix, on peut garantir le niveau économique pour tout le monde, pour tous les Burkinabés, le salaire minimum avec 7000 hectares. Et qui correspond bien sûr à achever beaucoup d'objectifs de développement durable, par exemple les objectifs de H 2020 et aussi les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. C'est sur cette raison que l'UNESCO est avec nous. Ils ont le comité, que j'appartiens aussi, pour un nouveau, ce qu'on appelle flagship, donc c'est le drapeau, c'est une sorte de directive et l'ensemble des stratégies concrètes pour réaliser ces objectifs, surtout dans le domaine du développement de l'agriculture, l'alimentation. Bon, et la lutte contre la désertification et la pauvreté. Bon, tout est lié. Voilà. Et après, au niveau de l'emploi, ça crée 140 000 emplois, donc c'est pas beaucoup. Mais si on arrive à former 140 000 fermiers qui produisent autant que nous à la Tapua, ça va changer l'économie du Burkina Faso. Ça va venir vraiment de racines. Et on a pensé aussi à la stratégie. Comment former tous ces 140 000 fermiers. Et de la part du CARS, on peut prendre ces stratégies qui fait le boule de neige. Donc, d'abord former 10 fermiers à chaque de 13 régions. Là, on aura le soutien du ministère de l'Agriculture hydraulique, aménagement hydraulique, qui transmet aux autres 10 fermiers dans la région
chaque an, l'an prochain. Donc, ça fait le bout de neige, ça fait la croissance exponentielle qui justifie qu'on peut attendre dans 3 ans ces objectifs. Mais tout cela, c'est vraiment le scénario idéaliste qu'on a besoin, tous les soutiens techniques et institutionnels, devient la nécessité de ce forum. Okay. Donc, je pense, vous êtes un peu dans la même situation que moi de 2 ans, c'est-à-dire que je me suis contemplé en tant que scientifique comment c'est possible d'avoir 40 fois, 150 fois plus de rendement que l'agriculture qui était déjà fait là. Et j'ai constitué une théorie qui explique là, basée sur l'ensemble de l'agronomie et de l'écologie. Et d'où vient aussi la dénomination de synécoculture, l'agriculture synécologique. La synécologie, c'est un mot qui est inventé par un écologiste suisse en 1904. Donc, il s'agit de l'écologie de communauté aujourd'hui, mais il a attribué le signe de synthèse à l'écologie et il l'a appelé la synécologie. Ok, donc après cette théorie, j'ai intégré l'agronomie de monoculture en comparaison avec ce qu'on a observé en polyculture mixte, en synécoculture, pour faire le lien entre l'agronomie et l'écologie. Donc, chaque élément est très simple, c'est déjà connu, mais il n'avait pas encore eu l'intégration. Et c'était mon travail, à peu près entre 2010 et 2015. J'essaie d'expliquer, mais c'est assez professionnel, donc j'attends votre question aussi à la fin. Ici, on a le taux de croissance qui est en forme de distribution normale. Ça, c'est la distribution typique. Et par rapport à l'axe horizontal, qui sont les paramètres environnementaux. Par exemple, les températures, qui est haut ou bas, la précipitation de la pluviométrie, qui est haut ou bas, l'ensoleillement, qui est haut ou bas. Et normalement, ce qu'on fait avec l'agronomie, c'est cette distribution en pointillé, qu'on a certains points optimaux pour maximiser la productivité. Alors qu'en écologie, ce n'est pas toujours le cas parce que ce n'est pas la monoculture. Tout est un mélange, tout est en compétition, en symbiose, qui fait l'écart de cette distribution en forme par exemple de bleu pour les espèces faibles parce qu'ils sont poussés un peu des zones optimales physiologiquement, mais ils peuvent pousser, ils sont plus favorisés dans cette condition marginale. Là aussi, par exemple, quand il y a beaucoup plus d'eau que ce qui est souhaitable, quand même il peut se développer tout en gardant l'état de compétition avec d'autres espèces qui est plus fort, un orange par exemple. Donc naturellement, quand il y a la compétition, il y a 2 espèces qui coexistent, donc la productivité par surface se diminue parce que ce n'est pas dominé entièrement par une espèce, mais par contre, il y a certains effets de symbiose qui jouent dans l'environnement marginal. D'où vient la magie de la synécoculture. Je vais mettre un peu plus clairement le chiffre de productivité. Donc, imaginons qu'on est au Japon, donc on a plus ou moins le climat favorable ici, par exemple avec la ligne rouge. Donc on a la température modérée, l'ensoleillement modéré, précipitation modérée. Et pour avoir le maximum de productivité, on investit pour changer les paramètres d'environnement juste à côté. Donc on met les entrants, on élimine les adventices, on utilise des chimiques pour éliminer les ravageurs. Et comme conséquence, on obtient suffisamment de productivité en forme de monoculture. Je parle de monoculture ici. Donc ça, c'est l'agronomie principale. Mais ici, par exemple, est-ce qu'on peut faire ça? On est là, on n'a pas, par exemple, on n'a pas beaucoup de précipitations. À l'extrémité, on a trop de température, on a trop d'ensoleillement. Ça reste un peu décalé de ce qui est l'agronomie. Alors du coup, la productivité naturelle reste faible en monoculture, donc on doit beaucoup investir pour contrôler l'environnement en utilisant les serres, par exemple, en utilisant beaucoup d'équipements pour réguler l'arrosage, même la température dans la serre, même l'ensoleillement.
Et cette productivité est seulement réalisable à condition de l'investir sous coût, ce qui est énorme. Donc ce n'est plus rentable ici. Mais le problème de l'agronomie, ce que j'ai constaté, c'est qu'on essaye quand même de maintenir une monoculture parce que c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à maintenir, mais ça coûte beaucoup. Et comme conséquence, on est un peu situé à nord de l'agronomie moderne, c'est-à-dire que toutes les conditions qu'on observe ici, soit en macro, soit c'est inondation d'un intro, toutes ces extrémités de climat et de l'environnement qui jouent dans notre culture, ce sont un peu hors de ce qui est réalisable avec l'optimisation physiologique en monoculture dans l'agronomie. Alors par contre, ce qui est bon, c'est que dans cette zone où on est situé, on a beaucoup de gains symbiotiques, donc les plantes s'entraînent, bien que la productivité reste faible. Attention, je ne dis pas qu'une plante annibale va devenir comme un monstre géant, ça reste petit quand même, mais on peut les associer qui s'entraident, qui favorisent certainement leur croissance et à partir duquel on peut avoir les récoltes de manière très fréquente. Donc la fréquence des récoltes qui est une alternative de stratégie par rapport à l'agriculture monoculture moderne. Voilà, donc devient la stratégie de récolte par l'éclaircissage en synécoculture. Ça s'est marqué aussi dans le manuel, mais aussi dans d'autres articles scientifiques, et plus détaillés avec ce même figure-là. Donc il ne s'agit pas d'optimiser la croissance des plantes individuelles. Donc chaque plante, ça reste petit. Imaginez que la tomate peut grandir jusqu'au plafond, si on est à l'état optimum physiologique. Mais à l'état sauvage, ça ne va pas jusque-là, ça reste par exemple à ce niveau. Mais pour nous, c'est suffisant. Parce qu'on peut, au lieu de favoriser la croissance de chaque plante individuelle, on peut augmenter la densité de culture. Donc au lieu de mettre chaque tomate à 2 mètres, on met 10 tomates à 2 mètres carrés par exemple. Ça donne plus densité, ça donne plus de fréquence des récoltes parce que non seulement les tomates, on a les arbres fruités, on a des petits légumes qui poussent même en dessous, comme les sous-bois, et à partir duquel on obtient les multiples récoltes. Voilà, ce sont quelques images des récoltes de sylviculture au Japon. Il y a une vingtaine de récoltes chaque mois, puisque ça diversifie. Donc au bout d'un an, on a facilement 80 sortes de récoltes, de produits, qui dépassent en fait la diversité régionale des produits. Alors, en comparaison, j'ai mis la stratégie de l'agriculture conventionnelle, qui est basée sur la monoculture. Donc là, on favorise la croissance des plantes individuelles. Donc chaque plante doit se développer de manière qui élimine les autres, mais qui peut devenir grand et qui peut devenir bien sûr très productif. Et ça, c'est une histoire de science. Mais la conséquence, il faut limiter la densité des cultures, donc ça tombe en mode de compétition, donc on ne peut pas tolérer cette compétition pour la monoculture. Et aussi la fréquence des récoltes, ça reste aussi faible parce qu'on aura par exemple 1 fois, 2 fois sur chaque culture, chaque 6 mois par exemple, alors que la synécoculture, ça peut être la récolte par l'éclaircissage de chaque jour. Donc vous voyez la différence de volume de ce cube-là, qui est la culture conventionnelle. Par rapport à ça, on a la synécoculture qui est d'une manière différente de monoculture, mais qui gagne quand même le volume de ce cube qui se résume à la totalité de récolte. Et c'est ça qui nous a donné le résultat de 150 fois plus de productivité sur une petite échelle. Voilà. Je change un peu le sujet. La raison que j'ai commencé cette sorte de culture, surtout en maraîchage, c'est lié à notre problème de santé. Non seulement au Japon, mais dans tous les pays développés, on a un grand déficit budgétaire par rapport à la dépense de santé. On a presque 10% de notre GDP qui sont
dépensés pour le soin médical. Et tout ça, ça vient aussi, bien sûr, de notre mode de production qui dépend de fertilisants et de substances chimiques. Donc, le but de Snecoculture, pourquoi on s'approche à l'état écologique, c'est-à-dire sans les intrants artificiels, mais plutôt sur l'organisation naturelle, c'est parce qu'on veut réintroduire ces alimentations dites naturelles, le sauvage, à l'état naturel, plus précisément, dans notre nourriture, dans les alimentations humaines. Et pourquoi on a besoin de faire ça? C'est à la fois améliorer notre état de santé, mais aussi améliorer l'état de santé de l'écosystème. Parce que si on continue à utiliser le monoculture, non seulement on épuise la biodiversité, mais on détruit aussi notre santé interne. Alors que la Snecoculture, ce qu'on vise, c'est de reconstruire la biodiversité tout en reconstruisant notre métabolisme qui est lié à cette diversité. Et je peux dire ça parce que dans le plan génétique de notre métabolisme, on n'est pas indépendant de la nature, on est hyper dépendant de la nature. Ça veut dire que ce qu'on mange, c'est ce qui nous donne la moitié de notre santé. En tant qu'animal, on a une certaine indépendance de notre métabolisme de base, mais toujours, on a besoin des alimentations qui sont liées à la biodiversité, et c'est comme ça que notre plan génétique a été évolué. Je vous donne un exemple. Alors ici, ce sont les chemins de métabolisme de base dans les eucaryotes, donc tout ce qui est cellules avec y compris les glandes. Et sur lequel j'ai ploté un point rouge comme ça, les substances chimiques qu'on a observé la hausse d'expression dans le thé vert de Snecoculture. Donc j'ai analysé le thé vert qui était produit dans le champ de Snecoculture, dans votre mélange, et j'ai comparé par rapport au thé vert conventionnel qui était juste à côté de notre champ, donc le même terrain, mais juste le mode de culture est différent. Et nous avons trouvé que ces 200 phytochimiques qui sont classifiés comme drogues aux États-Unis ont donné une sorte de surexpression. Donc c'est plus provoqué au niveau du contenu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Déjà, on n'a pas du mal à imaginer comme c'était classifié en tant que phytochimique les substances médicinales. Ça soutient, même à faible dose, le fonctionnement de notre métabolisme. Donc j'ai fait une expérience avec le centre de réhabilitation. Donc c'est le centre qui entraîne les gens qui ont la difficulté au niveau de leur mobilité, surtout pour la raison de leur âge. Donc la population âgée au Japon a beaucoup de difficultés de mobilité, comme marche, de l'auto-soin même. Et en collaboration avec le centre de réhabilitation, on a fait une expérience où on a divisé 3 groupes de patients. Donc, les gens qui subissent que l'entraînement pour la réhabilitation et les gens qui reçoivent l'entraînement, en plus de ça, qui prennent le thé vert conventionnel. Et finalement, les gens qui font l'entraînement et qui buvent le thé vert de la Snecoculture. Donc je voulais voir ce que ça donne comme l'effet physionomique, disons, de cette différence de substance. Et ce qui a donné clairement la distinction de les populations qui ont bu le thé vert de la Snecoculture a augmenté leur performance qui, selon les docteurs, ne s'améliore pas, parce que ce sont des vieux gens qui vont en principe mourir, mais qui ont récupéré au niveau de l'activité physique. Alors, ça me laisse un peu incompromis, parce que cela signifie que l'entraînement de réhabilitation n'a rien à voir avec notre performance. Il suffit juste de voir le thé vert de Snecoculture pour qu'il se revitalise. Mais bon, donc ça c'est théorique. Mais ce que je vais dire, c'est la diversité de nutrition qui est essentielle pour notre santé et liée à la biodiversité. Donc on ne peut pas gagner notre santé sans
protéger et sans promouvoir la biodiversité. Il faut faire ce cycle, un cercle positif entre la diversité et la biodiversité. Et c'est bien sûr cela que la sylviculture se retrouve. Et une des raisons que je suis venu au Burkina Faso, en Afrique en général, c'est que quand je faisais mon perspective sur la recherche, j'ai trouvé cette publication qui indique que d'ici jusqu'à 2050, la croissance des populations, donc l'augmentation de besoins de nourriture, ça augmente le plus dans les zones d'Afrique subsaharienne et dans les pays asiatiques. Donc, naturellement, comme cible de recherche, je dois cibler ici la zone l'Afrique subsaharienne et les pays asiatiques. Et ce sont aussi des pays qui ont beaucoup de difficultés face au changement climatique, devient la nécessité combinée au changement climatique dans ce troisième forum. C'est une autre publication qui donne le gradient de taux de corruption sociale. Donc, plutôt que la société ne fonctionne pas bien. Et bien sûr, ce qui est élevé beaucoup en Afrique, mais aussi en Asie. Et surtout, c'est pas juste la dimension humaine qui contribue négativement à cette corruption, c'est aussi la contingence qui est provoquée par le changement climatique, surtout à court terme. On observe beaucoup plus de variance de météo. Et pour pallier à ça, on a beaucoup besoin d'organisations sociales, mais au contraire, qui gênent dans ces pays surtout anthropiques, l'organisation sociale. Donc voilà, tout cela converge aux thématiques de la sylviculture, produire mieux et s'organiser mieux, non seulement la biodiversité, mais la diversité sociale. Okay. J'ai un peu trop parlé, je pense, pour cette première partie. Mais pour juste toucher au sujet du changement climatique qui est le thème de ce forum, je vais vous introduire une série de publications qui est liée à notre situation. Et tout d'abord, je me rappelle que quand on dit le changement climatique, il y a deux choses, à long terme et à court terme. À longue période, on observe par exemple le réchauffement climatique, qu'on essaie de lutter contre. Enfin, c'est sûr que la température moyenne va augmenter, mais on essaie d'arrêter jusqu'à plus de 2 degrés ou 4 degrés, etc. Et ailleurs que ça, on a d'autres effets du changement climatique, c'est le météo anormal. Et ce qu'on observe ici, c'est plutôt, je trouve, cette partie qui défavorise la croissance de végétation à l'état naturel. Donc, vous voyez, si on a séquencé, si ça devient irrégulier, on a du mal à s'organiser au niveau de plantation. Aussi, pour les végétations naturelles, ça devient de plus en plus difficile de s'installer quand il y a plus de variance, le typhus ne va pas s'installer. Et je peux dire que pour cette courte période, la sylviculture vous donne une solution très positive. Je reviens au résultat du Japon. Ce sont les graphes qui indiquent le nombre de produits qui sont vendus de la ferme de sylviculture de 1000 m². Et là, l'axe horizontal, ce sont les variances de climat, donc de météo, pardon. Donc la variance de température, quand il y a plus de fluctuations, c'est plus grand. Quand il y a moins de fluctuations, pendant 30 jours consécutifs, c'est basé à gauche. De même pour la précipitation qui est en bleu, en fait, et l'ensoleillement qui est en jaune. Et je vais dire que pour la température, c'est en rouge. Et par rapport à ça, on a affiché le nombre de produits qui sont vendus de cette ferme. Et là, on a observé la corrélation possible. Ça veut dire, plus on a la variation de température et d'ensoleillement, on a plus de nombre de récoltes, nombre de variétés de récoltes. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement,
quand on a cette sorte de fluctuation, ça joue négativement à la diversité. Alors que la sylviculture, c'est un peu différent de l'organisation naturelle. On introduit des espèces par nous-mêmes, par les hommes. Ceci dit, si on trouve les espaces, les trous qu'on trouve, on peut encore introduire des plantes, on introduit. Ça n'arrive pas dans l'état naturel. Et il y a plus que ça, il y a au niveau de communauté de plantes qui répondent positivement à cette fluctuation et qui donnent cette corrélation positive. Donc, même si par le changement climatique, on a plus de variations d'environnement, il y a une grande possibilité que la sylviculture peut jouer le rôle adaptif contre ces sortes de fluctuations. Donc c'est exactement le contraire de monoculture. Quand on a la fluctuation d'environnement, la monoculture, ça augmente le coût parce qu'ils ont besoin de contrôler leur physiologie. Et au niveau global, enfin à long terme, ce qu'on doit comprendre, c'est que non seulement le réchauffement climatique, mais la conséquence qui a introduit avec l'interaction d'autres activités humaines, c'est qu'on va perdre la biodiversité à l'échelle globale. Donc ici, on a à droite la pression anthropogénique, donc la croissance démographique et les pressions résultant de cette croissance. Ça veut dire qu'on a plus besoin de terrain pour la production alimentaire, on a plus besoin de déboiser pour construire notre maison, etc., et qui va donner une chute de biodiversité globale. Donc c'est comme la désertification. Une fois l'endroit où était une sorte de forêt, si on déboise, si on continue à déboiser, ça tombe soudainement à l'état de désert. Et c'est très difficile de récupérer à l'état naturel. Il faut vraiment remplir l'activité même pour que ça regagne l'organisation naturelle au niveau précédent. On appelle ça la destruction ou la détérioration globale de la biodiversité, et ce qui est estimé arriver vers 2015. Mais au niveau plus global, est-ce que c'est vraiment l'effet du changement climatique? Je me pose cette question. Et la réponse est oui et non, en fait. Oui, certainement, mais non en sens que le changement climatique est la seule cause, c'est quelque chose qui est uniquement coupable. Il y a aussi d'autres activités, mais surtout l'agriculture qui joue à l'instar du changement climatique. Et ça, je donne un exemple avec la tendance le plus globale sur l'état de désertification de Sahara à l'échelle de 6 millions à 8 millions. Ça, c'est très long, c'est énorme. Alors, ce qu'on observe ici, le Sahara comme désert, c'était pas toujours comme ça. Avant, il n'y avait pas de désert à cet endroit, c'était la savane tropicale, même équatoriale. D'une part, il y avait la précession orbitale qui a changé, donc l'axe de tournement de terre qui s'est incliné, et donc qui a défavorisé la croissance de végétation. Donc c'est naturel, on peut dire qu'il y avait vraiment l'effet du changement climatique pour l'apparition de Sahara pendant ces derniers 6 000 ans. Mais seulement avec ce changement climatique, ça ne justifie pas de créer une autre situation. En plus de ça, il y avait une grande pratique de l'agriculture sur abattis-roulis par les hommes qui ont chassé vraiment la végétation et introduit le bétail et qui, en synergie négative, induit le changement de régime vers le désert qu'on observe aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait pas d'homme, peut-être il y aurait le changement climatique pendant ces derniers 6 000 ans, mais je vous assure que cette zone-là, l'Afrique subsaharienne, restait couverte en terre. C'est nous les hommes qui ont donné une dernière pousse pour créer cet état naturel. C'est ce qu'indique cette publication. Je vous invite vivement à lire ça, c'est très intéressant. Et ça nous donne espoir aussi. Alors, avec la sylviculture, si on arrive à renverser au moins cette partie anthropogénique qui était détruite par les hommes, on a encore la possibilité de renverser ce changement de régime à l'état d'avant.
Donc on peut pas mal regagner cette savane tropique qui ont été perdues, non seulement pour le changement climatique, mais à cause de ces derniers 6 000 ans de pratique par exemple. D'où vient en même temps l'espoir mais l'objectif assez avec les évidences scientifiques qu'on n'avance pas un peu, que l'on sait que c'est possible au niveau de système écosystème, au niveau d'écosystème. Donc c'est pour ça que j'insiste que ces sortes de changements de régime est possible, même au plan global. Il y a d'autres publications qui justifient ce scénario. C'est d'ailleurs que l'effet du changement climatique, l'effet de déboisement par exemple, en fait, ce sont les deux facteurs aussi importants pour expliquer la désertification dans l'Afrique subsaharienne. Donc c'est pas non seulement le changement climatique, enfin le réchauffement climatique est derrière par l'activité humaine, mais non seulement ça, mais c'est le déboisement sur place qui joue le rôle vraiment dévastateur pour cette région. Donc ce qu'on observe ici, c'est le ratio de jachère et la terre de culture. À l'an 2000, on avait 87% de forêt primaire, disons, en terre jachère, qui va réduire en 2025 à juste 48%. Donc vous voyez, ce n'est pas l'effet de changement climatique, c'est nous qui avons découpé le problème. C'est aussi important. Pour complémenter ça, l'effet du changement climatique, surtout le réchauffement par l'effet par le gaz à effet de serre, ça tourne plutôt positif pour notre situation dans l'Afrique subsaharienne. Dans cette publication, ça explique que l'émission de gaz à effet de serre, ça baisse la circulation tropicale, ça veut dire que la circulation de l'air en tropique, donc sur le continent africain, va baisser, qui fait calmer un peu l'émission de transport de poussière. Donc vous observez bien la poussière ici, on est en plein poussière, mais ça va baisser gentiment à très long terme. Dans 30 ans, 50 ans, ça va baisser. Je ne sais pas si c'est encore vivant, mais ça nous donne quand même l'espoir que la nature joue à notre faveur. Et d'ailleurs, cette nature est créée par le gaz à effet de serre, par exemple. Voilà. Donc, normalement, déjà au niveau des données, la qualité de l'air et la précipitation ont augmenté. Donc, ça va gérer notre faveur, bien que, évidemment, la variance locale à court terme va amplifier. Vous voyez cette structure à multi-échelle, à long terme, ça nous favorise. À court terme, il y a quand même des choses à traiter. Voilà, d'autres évidences qui vont à la même direction, c'est l'effet de gaz à effet de serre, CO2, qui augmente l'efficacité de l'eau dans la végétation naturelle. C'est juste l'écologie physiologique, qui, comme conséquence, aide à garder plus d'eau dans la terre. Et ce n'est pas fait par les hommes, mais c'est comme ça. La réponse de l'écosystème, il y a cette fonction de mitigation qui joue aussi à notre faveur. Et en lisant ça, j'ai tout de suite mis le lien avec notre résultat à Malaga, c'est que le matin, lors de questions et réponses, j'ai dit que dans notre ferme de sylviculture, on a 10 fois plus d'efficacité d'eau par rapport aux autres 5 méthodes de culture. Et c'est lié à ça, parce que notre champ de sylviculture a une organisation, disons, écologique et naturelle. Donc ce sont les plantes qui s'organisent et qui forment la réaction de manière plus ou moins équivalente avec le système naturel. Et donc il doit y avoir cette réaction-là qui nous justifiait de dire qu'avec la méthode de sylviculture, quand même on utilise de l'eau, mais on utilise mieux et de manière, disons, qui favorise le rendement, mais aussi qui augmente de l'eau, le contenu d'eau qui reste dans la terre. Voilà. Et tout ça aussi, c'est le complément que quand il y a le réchauffement climatique,
et l'irrigation, l'arrosage, comme l'effet synergétique, donc c'est l'effet multiplicatif qui joue en faveur de la croissance de productivité primaire nette sur la Terre. Donc, dans 10 ans, 20 ans, quand on observe l'effet de réchauffement climatique, on a plus de productivité. On peut dire qu'on est 200 fois, 300 fois plus rapide que la nucléaire. Bon, ça c'est une hypothèse. Mais par rapport au seuil de base globale, ça joue un autre rôle. Voilà. Et une chose qui est le plus important, c'est que pour s'adapter à ces sortes de changements, on a tout de même besoin de jouer sur la diversité, sur toutes les plantes. Je sais, il y a beaucoup de méthodes d'agriculture qui s'appuient sur la diversité de microbes, par exemple, sur la rationalisation de l'irrigation, la précision, sur la création de nouvelles variétés, etc., etc. Mais au niveau plus global, on a besoin de jouer sur la diversité des plantes. Pourquoi? C'est pas parce qu'on joue sur un petit micro-écosystème, c'est à l'échelle globale, sur cette terre, dans les zones arides, semi-arides. La plupart de fonctionnalités, 55% de fonctionnalités écosystémiques, s'explique avec la diversité des plantes. Donc, c'est le composant majeur, disons le plus majoritaire de notre écosystème. Et c'est cet ordre de nature qu'on peut implanter dans un petit terrain de agriculture. Voilà. Et bien sûr, il existe déjà des initiatives par l'IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, qui indiquent qu'on a besoin de l'adaptation transformationnelle. Il s'agit de changer les cultures majeures entre différentes régions en Afrique, mais surtout des cultures majeures, c'est-à-dire des maïs, du sorgho, du blé, du riz, etc. De sorte que c'est un peu la transplantation de monoculture, entre les monocultures. Alors que la sylviculture, ce qu'on vise, c'est plutôt ce qu'on appelle la diversification adaptée. Donc c'est un peu différent de ce qu'on dit à l'IPCC. C'est déjà la diversification. C'est pas forcément de changer les cultures majeures, c'est déjà de diversifier et introduire beaucoup plus que les cultures qui sont déjà cultivées. Diversifier jusqu'à 200-300 espèces par exemple. Et sur cette couche-là, on prend les gestions et les stratégies adaptatives. Donc vous voyez, ce qu'on essaie, c'est non seulement de pallier le réchauffement climatique, ce que fait l'adaptation transformationnelle de l'IPCC, mais on veut absorber la variance à court terme de changement climatique, ça veut dire la variance de météo, et en même temps, on veut avoir une grande réserve pour l'adaptation à long terme. Donc, figurez-vous si on a par exemple 20-30 cultures qui sont en mélange et qu'on a déjà toutes ces informations-là, il est facile de s'imaginer que graduellement on peut étaler cette culture, on peut partager ces informations à nos voisins qui éventuellement donnent l'adaptation plus lisse, plus continue que ce qui est proposé par l'IPCC. Voilà. Je viens vers la fin. Cet article démontre que il faut rationaliser l'agriculture, bien sûr, pour protéger l'écosystème terrestre, surtout les mammifères, et surtout en Afrique. Parce que, comme je vous ai montré dans d'autres publications, on aura la croissance démographique, surtout en Afrique et en Asie. Et si on ne comble pas l'écart de rendement, on aura beaucoup plus besoin de la terre, donc on va déboiser, etc. Et si on utilise la sylviculture, non seulement on peut combler cet écart parce qu'on a beaucoup plus de productivité, mais on peut aussi introduire les mammifères dans notre champ. Donc ça fait une extension de sylviculture avec les dégâts, etc.
qui favorise aussi le profil nutritionnel, le protéine animal qui manque surtout dans cette région d'Afrique subsaharienne. Voilà. Tout cela, je pense que toutes ces tendances de changement climatique et la mesure qu'on peut prendre et le rôle de synécoculture, ça indique clairement que ici, nous, en Afrique subsaharienne, on est situé dans le monde de demain. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des choses intéressantes que je suis venu ici. C'est j'habitais très loin, mais j'ai tout de suite compris que ce que vous affrontez ici, c'est une sorte de présage de demain. Si on arrive à résoudre le problème qu'on affronte ici, ça peut être une solution pour tout le monde demain. Même pour les Japonais, on aura l'effet de changement climatique. On n'a pas encore ces solutions. Et si, ici, dans l'Afrique subsaharienne, on arrive à avoir l'adaptation au niveau de l'agriculture, de conservation de biodiversité, aussi de développement économique sain, ça peut être vraiment une autre façon d'organiser la civilisation. Et je compte vraiment sur ça, et c'est sur ça que je veux vraiment travailler et élaborer avec vous. Voilà. Et juste pour finir, je touche un peu sur les sujets des technologies d'information et de communication. Je vais montrer un détail demain. Tout ça, tous ces objectifs d'adaptation et de diversification, c'est pas si facile. Pourquoi? Parce que notre idée était limitée, notre capacité d'apprentissage et de question n'était pas encore optimisée. Déjà, on a eu la question comment choisir 150 espèces, c'est pas évident. Et comment on peut tester ça, comment on peut transmettre toutes ces expériences et comment on peut avoir l'application. Par exemple, dans 7000 hectares, ça fait combien comme information? C'est vaste, c'est énorme. Et sur ça, on a heureusement le développement des technologies d'information et de communication, notamment avec l'avance d'Internet et les ordinateurs. Et c'est sur ça que la synécoculture compte le traitement de l'information. Et c'est sur ça que l'UNESCO veut nous donner le soutien. Et en tant que chercheur de Sony, moi je suis en train de développer un outil. Donc c'est une sorte de système qui fonctionne sur Internet, qui raconte les données et qui traite les données, qui donne à cette gestion comment vous allez adapter votre culture en fonction de votre condition, état de condition donnée, et comment vous allez partager ces données de biodiversité, de leur utilisation avec les autres de manière sécurisée et productive. J'appelle cet outil Mega Diversity Management System, MMS, parce qu'il s'agit de gestion de mégadiversité, non seulement de biodiversité, mais de notre organisation sociale, notre transaction économique, toute autre sorte de culture que les hommes créent ont une grande diversité. Donc toutes ces choses-là peuvent être digitalisées et partagées selon la nécessité. Et ça, j'espère que ça nous permet de créer une sorte de culture en symbiose dans notre état d'esprit et éventuellement sur notre écosystème global. Voilà. Il y a aussi une critique sur l'agronomie, sur l'étude agronomique, c'est que surtout en Afrique subsaharienne, ok, il y a l'écart de rendement, mais de combler cela n'est pas vraiment efficace. S'il suffit de combler l'écart de rendement, on a beaucoup de soutien qui vient des Nations Unies, de l'Union africaine, etc. La subvention, on a rien de faire. Mais l'état présent est assez loin que ça. Pourquoi? C'est parce qu'au niveau de réponse sociale, de réaction sociale, c'est plutôt l'accès au marché. Donc la possibilité de vendre ses produits, aussi de pouvoir acheter les aliments par la transaction économique, et aussi les opportunités de travail hors de ferme paraît plus important que tout simplement combler l'écart de rendement. Donc c'est bien que la synécoculture produise plus, mais il faut que ça réponde à cette question-là aussi. Donc comment on peut avoir la transparence, l'accessibilité au marché, et aussi de concevoir d'autres travail un peu hors de ferme aussi. Et avec ce système-là, Mega Diversity Management System, on aura bien sûr le marché virtuel qui augmente la transparence et la rapidité de transaction.
Et aussi, le travail qui est lié à cette informatique peut être introduit de manière assez décentralisée, même dans les zones rurales. Déjà, nous avons introduit un serveur au siège de CAPS à Fadakoma. Et nous allons penser sur cette possibilité, comment la nouvelle technologie d'Internet peut donner l'effet de levier à ces développements ruraux. De bénéficier avec les images et l'interface graphe que je vais expliquer demain pour l'exploration. Donc, tout simplement avoir les bases de données, il n'y a pas d'accessibilité. Donc, je les visualise en tant que relation écologique, l'utilisation selon notre besoin de recherche. Et aussi de créer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour donner la meilleure suggestion pour ceux qui ont besoin, selon leurs besoins, pour détecter leurs besoins. Et aussi visualiser en forme de réalité virtuelle que je vais montrer aussi. Voilà. Ici, je montre un petit vidéo, un court-métrage de fonctionnement de système. C'est aussi sur YouTube. Donc, Megawatt Diversity Management System, qui est fait pour gérer toutes ces sortes de données diverses. Ça, ce sont les données d'écosystème. Et il y a l'intelligence artificielle qui traite ces données, qui vous avez la réalité augmentée, qui affiche des informations virtuelles comme si ça flotte dans l'espace à travers la tablette ou la lunettes virtuelle. Par féliciter votre nouvelle constitution. Grâce à notre résultat de premier forum africain sur la synécoculture, comment on peut contribuer à la résolution des conflits entre l'humanité et la nature et apporter ça dans la commission constitutionnelle. Et maintenant, on a un peu les roches enfin, ce n'est plus les roches, c'est déjà fixé. On a la nouvelle constitution avec plusieurs articles qui indiquent qu'on doit non seulement concevoir le développement du monde humain, mais aussi l'augmentation de la nature. Non seulement la conservation, mais il faut que ça continue, que ça soit exploitable, mais que ça soit protégé. Donc ça prend vraiment le centre de conflit entre les droits de l'homme et les droits de la nature. Et selon ma connaissance, il n'y a aucun pays qui a indiqué ça dans la Constitution. Et vous devez être extrêmement fiers de ça parce que sur cette direction, ça impose de réviser à chaque temps notre mode d'utilisation de la biodiversité. Et non seulement d'utiliser et conserver ça, il faut que les hommes réintroduisent la biodiversité et, par certaines modalités, telles que la synécoculture. Voilà. Et je pense que quand on utilise les technologies d'information et communication, il faut surtout avoir ces sortes d'esprit à grande envergure qui dirigent le pays, et même au niveau sur-régional. Et c'est ça qui nous donne la solidarité et le futur développement de cette activité. Je vous remercie sincèrement pour votre aimable attention et je vous rends la parole. Merci toute patience, votre engagement. Jusqu'au bout, je n'ai pas vu quelqu'un qui s'endort. Je vous félicite. Vraiment entamer le temps. Nous allons donc relever les éventuelles questions et nous allons y répondre demain pour vous libérer plus tôt aujourd'hui. Ok. C'est bon, tu peux poser des questions? Oui, présentez-vous. Ah d'accord, ok. Sinon, je m'appelle M. Ono Takeshi. Je suis un expert de la JICA Coopération japonaise. Je travaille présentement dans le secteur de l'eau potable. Mais je suis ingénieur des eaux de forêt. Je travaille dans le service policier, précisément direction générale des eaux de forêt en 2002 à 2005. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Juste, voilà, je voudrais vraiment un peu avoir quelques questions de base. Voilà. Bon, je m'excusais ce matin, en tout cas après la cérémonie d'ouverture. Bon, comme je suis un responsable d'un programme, donc j'étais absenté. Peut-être quelqu'un a déjà rêvé. Mais juste, je voulais savoir, pour l'application de la synécoculture, quelles sont les conditions préalables?
C'est-à-dire que est-ce qu'on peut appliquer à n'importe quelle condition, que ce soit le sol, pluviométrique, l'humidité, les températures, etc. Voilà. Comme vous avez déjà mené quelques actions pilotes dans la province de Taboua, mais est-ce qu'on peut appliquer les autres régions? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, vous savez, le Burkina Faso, c'est on dit, technologie locale pour l'installation du sol, qui est tellement connue, surtout la partie nord, précisément les provinces de Yatenga et Passoré. Il s'agit de technique ZAI. Voilà. Bon, vous voyez, donc quand on va vraiment les concepts de synécoculture, est pratiquement la même chose. Ça veut dire que c'est pour reconstruire un écosystème, voilà, pour vraiment améliorer les choses. Mais juste, vous savez, c'est les problèmes, en tout cas les difficultés de Zaï qui nécessitent de travailler avec le sol. En tout cas, j'ai travaillé avec le paysan initiateur depuis à l'époque là. En tout cas, donc c'est lui-même il s'est développé, mais malheureusement cette technologie n'a pas été développée comme il faut. Voilà. C'était le Burkina Faso qui était l'origine, malheureusement ça n'a pas été tellement, voilà, en tout cas selon moi, parce que c'était tellement difficile à travailler avec le sol nul, et voilà, donc c'est, voilà. Bon, maintenant et ça dit que, et également aussi, bon, depuis longtemps le Burkina Faso donc travailler surtout pour qu'on appelle à travers les différents programmes de législation du sol dégradé. Mais à ma connaissance, qui n'est pas tellement voilà, une réussite, avoir une réussite. Bon, c'est toujours de confronter les difficultés. Voilà. Par contre, c'est voilà, vos expériences qui nécessitent même pas le travail, ça dit que on laisse donc vraiment les plantes qui va essayer d'améliorer les conditions physiques même du sol. Voilà. Bon, juste un peu, je voulais savoir, voilà, est-ce que quand on applique les synécocultures, est-ce qu'il n'y a-t-il pas ces quelques travail avec le sol, surtout c'est pour, bon, je ne sais pas, les quelques techniques de l'arbre, etc. Voilà. Et puis bon, ma troisième question, je ne sais pas, vous avez, ça dit que je ne sais pas combien d'espèces que vous avez donc introduit dans l'espace, donc le votre test. Ça dit que je voulais savoir, est-ce que vous avez quelques meilleures combinaisons entre les différentes espèces pour avoir vraiment les meilleurs rendements et aussi pour répondre aux besoins de population en milieu rural. Je vous remercie. Merci. Moi, je me nomme Balima Larba Hubert. Je suis doctorant. Je félicite M. Massa, ou bien c'est Massa, pour sa communication, sa brillante communication. Voilà. Moi, mon intervention va se porter sur deux aspects. Premièrement, c'est l'impact économique de l'écosystème que vous avez constitué, les 500 mètres carrés. Bon, vous avez estimé l'impact économique à 1 000 € par mois. Je trouve, bien que ce soit une prédiction, je trouve que c'est quand même surestimé. À défaut, si vous pensez que ce n'est pas le cas, je ne sais pas si vous pouvez m'apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Concernant peut-être le nombre d'espèces fruitières que vous avez introduit, également la production par espèce et également le coût des produits que vous avez commercialisés. Et mon deuxième point porte sur la synécoculture et les changements climatiques. Bon, à ce niveau, je m'attendais à voir l'impact de cette pratique-là dans l'atténuation des changements climatiques. C'est-à-dire, on parle d'un terrain nu à une forêt, on sait que la forêt, c'est un stock de carbone. Et donc, la forêt que vous avez ainsi constituée a contribué à réduire la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre. Donc là, c'est un effet positif dans l'atténuation des changements climatiques. Mais je me suis rendu compte qu'au cours de son intervention, il a plutôt insisté sur l'aspect favorable des changements climatiques dans la synécoculture.
Voilà, bon, j'aimerais en tout cas quelques éclaircissements par rapport à ça, parce que utiliser ça, le défi actuel de la planète, c'est, j'allais dire, de combattre les changements climatiques. Maintenant, prendre les changements climatiques comme étant un facteur favorable à quelque chose, je ne sais pas trop si ça pourra capturer en tout cas l'attention des gens. Et également, bien que les 1 000 € par mois soient perçus comme surestimés à mes sens, je pense que c'est quand même une évidence pour, en tout cas, convaincre des prises de décision, pour faire la promotion de cette pratique-là. Donc, merci. Et celui qui vient de parler a pris en compte ma préoccupation. C'est le fait que la présentation nous a permis de voir les changements climatiques comme quelque chose de bien, si je peux résumer très rapidement. Bon, alors qu'on sait quand même qu'avec les modélisations qu'on a pour les changements climatiques, c'est que quand même on va avoir affaire à un problème d'eau, selon les modèles de climat qu'on nous a présentés avec les changements climatiques. Donc, comment on va pouvoir continuer à tirer bénéfice de ces changements climatiques-là dans l'aspect sylviculture pendant que on va avoir un problème d'eau à l'échelle même du globe en fait. C'est là mon inquiétude. Merci. Monsieur Massa. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Mounia, je suis étudiant en master à l'ESI. Je n'ai pas essayé de nom. Mounia. Selon le graphique qu'il a eu à présenter, les rendements des cultures en synéco-culture sont optimales dans certains paramètres écologiques qui sont aussi optimales. Alors, vu que nous n'avons pas les mêmes écosystèmes dans nos régions, comment allons-nous pouvoir appliquer cette méthode de synéco-culture dans nos différentes régions? Merci. Je suis Bomogo Adama, élève administrateur des services financiers à l'ENADA. Merci au docteur Massa pour cette présentation que j'ai trouvée assez technique. J'en viens à ma question, puisque lors de sa présentation, il a dit que ça crée beaucoup d'emplois. Maintenant, quelles sont les mesures prises pour rendre ces emplois pérennes par ce programme après les 4 ans de mise en œuvre? Je suivais avec attention la présentation de M. Massa et je reviens un peu sur les estimations des différentes productions. Aujourd'hui, on sait qu'au Burkina, il y a un certain nombre de maraîchiculteurs qui produisent et qui arrivent à s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'il y a la production à part et il y a la vente à part. Alors que les produits de maraîchiculture, ça ne se conserve pas longtemps. Et vous avez estimé que dans un certain nombre de périmètres, dans un certain périmètre, il y a une certaine quantité qu'on peut produire. Est-ce que dans la logique de la synécoculture, est-ce qu'il y a des possibilités de conservation pour permettre à ces producteurs-là de tirer profit de ce qu'ils produisent? Et dans mon expérience, la plupart des producteurs de maraîchiculture, c'est des gens qui se retrouvent sur des terrains d'agriculture. On emprunte le terrain après la fin, puisqu'il y a un aspect communautaire dans la synécoculture. C'est des gens qui empruntent le terrain des gens, qui travaillent, quand ils finissent, l'individu vient s'aimer son mine. Alors que vous avez intégré des plantes, j'ai vu dans les images que vous avez projetées, il y a des papayers, et il y a des comment on appelle ça, il y a des moringas. Alors que c'est un monsieur, imaginez que vous m'empruntez mon terrain, vous faites votre maraîchiculture et vous me plantez des arbres. Alors que j'aimerais après revenir cultiver le mil et tout ce qui va avec. Comment est-ce que cela peut-il se faire? Voilà. Et bon, on sait aussi que ce matin, on avait eu à poser des inquiétudes, voilà, par rapport à cette technologie-là. On sait que ça s'applique à la maraîchiculture. Alors qu'on sait qu'au Burkina, avant de penser maraîchiculture, il faut penser d'abord au ventre.
C'est celui qui a bien mangé, qui peut penser à cultiver de la tomate. Si tu as de la tomate et que tu n'as pas de mil, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous allez étendre cette technologie-là à l'agriculture? Voilà, merci beaucoup. Merci. Nous allons donc répondre à cette question demain à partir de 8h. Et la première communication de demain aura lieu à 9h pile. Et la parole est à mon chef. Ok. Bien, juste pour vous dire merci pour votre patience, votre participation. Donc nous allons nous retrouver demain à 8h30 pour commencer les travaux. Bon retour chez vous et à demain. Merci beaucoup.